Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast où chacun raconte son histoire. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial car c'est un épisode hors série. Effectivement, en tant qu'architecte d'intérieur, je ne prends pas mes inspirations seulement dans l'architecture, mais aussi un petit peu partout autour de moi et surtout dans l'art. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Colline alias Cavanos A, qui est artiste automobile. Bonjour Colline. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu es prête à parler du coup de ton métier, de ton expertise et puis surtout de ta passion? Absolument. Allons-y. Parfait, allons-y. Comme chaque début de podcast, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours et puis comment tu es arrivé jusqu'ici. Alors moi, j'ai commencé dans un environnement un peu spécial parce que mes parents sont déjà peintres, ils sont peintres décorateurs et donc en fait, ils sont déjà dans ce milieu-là, donc j'ai toujours grandi avec. Et donc j'ai fait 4 ans d'études à l'ENAI, donc à Chambéry, spécialisée en illustration. Et depuis 2023, je suis artiste automobile parce que au-delà de la peinture, il y a surtout les voitures qui sont aussi quelque chose qui est vraiment resté depuis que je suis toute gamine, je suis passionnée. Et donc, j'ai mélangé les deux avec la peinture, l'automobile et puis l'inspiration hippie des années 60-70 en fait, qui font partie de mon esthétique. Et c'est avec ça que j'ai créé que tu as créé ton monde en fait, mon ton monde, univers. voilà, c'est ça. Et c'est ça que je retrouve en fait au final, que je trouve bien parce que tu es vraiment unique en ton genre, parce qu'on pourrait dire tous les peintres ils font à peu près, on va dire peut-être la même chose, mais tu as vraiment peut-être trouvé ton univers en fait, et ça j'espère. Ouais, j'espère. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que peut-être que c'était pas quelque chose qui se faisait beaucoup. Et j'ai vraiment aussi à cœur de montrer la voiture peut-être sous un angle un petit peu personnel. Et un angle différent. Voilà, aussi. un angle différent, et puis de la remettre parfois dans leur époque, parce que il y a certaines voitures des années 60, c'était aussi, elles allaient dans une certaine esthétique de l'époque, les couleurs, les motifs de l'époque. Exactement. Et bien, alors tu fais pas que les vintage, tu fais aussi des voitures de sport, etc. Oui, voitures de sport qui sont tout à fait modernes. Par exemple, les Bugatti que j'ai faites récemment, qui sont toutes récentes. Je vous ferai une petite vidéo, je vous montrerai en story si vous êtes intéressés, il n'y a pas de souci. Du coup, tu as étudié l'illustration. Alors, il faut savoir que du coup, j'ai rencontré Colline en études parce qu'on a fait exactement la même école, mais on n'a pas fait le même parcours. Moi, je suis partie en design d'espace et toi, du coup, en illustration. Donc à l'ENAI au Bourget du Lac, comme elle le disait précédemment. Donc du coup, tu as fait à peu près combien d'années d'études et en quoi ces années d'études ont influencé ou non ton métier aujourd'hui? Alors j'ai fait donc une année, donc celle qu'on a faite ensemble, de la MANA, donc la mise à niveau en art appliqué. Et ensuite, j'ai fait 3 ans de cycle supérieur des métiers de l'image, où je me suis spécialisée en illustration. Donc c'était vraiment la spécialisation de mon diplôme. Et donc ça m'a vraiment appris au niveau de tout ce qui est usage, par exemple, usage des logiciels, Photoshop, Illustrator, tout ça, c'est des choses que j'utilise encore aujourd'hui. En particulier aussi sur le dessin d'observation, j'ai pas mal appris là-bas, le graphisme. Mais par contre, la peinture, vraiment, la technique de la peinture à l'huile, puis, et aussi à l'acrylique, ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai appris avec mes parents et qui est vraiment spécifique. Voilà. Parce que à l'école, vous appreniez quand même ce genre de technique ou c'était peut-être plus différent de ce que tu voyais avec tes parents potentiellement? C'était différent et c'était pas suffisamment peut-être mis en avant par rapport à ce que moi je voulais faire. Il me fallait quelque chose d'un peu plus pointu, on va dire techniquement. Et donc voilà, ça je l'ai trouvé après. Est-ce que tu penses que justement, vu que tu as fait tous ces chantiers avec tes parents, enfin tes parents t'ont appris certaines techniques, est-ce que tu penses que du coup justement t'étais peut-être pas un peu plus avancé que les autres potentiellement et que du coup ça tu pensais que c'était peut-être pas assez avancé pour toi? Je sais pas du tout. En fait, là, moi ce que j'ai appris avec mes parents sur les chantiers, c'est vraiment quelque chose sur l'organisation du temps et sur comment diviser en fait une quantité de travail qui peut être importante pour plusieurs personnes évidemment, mais aussi pour soi-même, comment la diviser, comment manager le temps, tout ça, faire attention et puis apprendre vraiment à diviser son planning. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et du coup, comment cette expérience au final avec tes parents, elle t'a permis en fait, alors on parlait du coup de temps, etc. Est-ce que ça t'a permis aussi dans la technique de la peinture, tout ça? Oui, c'est sûr qu'en fait on apprend un peu sur le tas, évidemment. Moi je suivais, c'est papa évidemment qui dirige le truc, et moi je suis, mais ça permet d'apprendre des trucs de base sur le tas avec en fait un professeur à côté de soi qui est vraiment c'est du cours particulier quoi. Oui, puis il était là constamment étant donné que c'est ton père. C'est exactement ça. Je veux dire, lui il est aussi prof, il donne pas mal de cours encore aujourd'hui, donc parce que concrètement, tes parents font quoi, enfin, sans indiscrétion? Alors, mes parents, en fait, donc ça fait plus de 30 ans qu'ils travaillent, donc ils sont peintres décorateurs, donc ils vont faire des chantiers de décoration
aussi bien sur toile que sur place, dans par exemple des belles demeures, des hôtels, des restaurants, des châteaux. Et puis donc mon père est aussi peintre de montagne, il expose dans une galerie à Chamonix. Ok. Voilà, donc il mène les deux de front, et donc mes parents m'ont appris ça en fait, et j'ai pu travailler sur pas mal de chantiers avec eux, aussi bien sur place que à l'atelier sur toile. Et donc c'est très complet comme travail. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et du coup, est-ce que t'as fait, parce que forcément, quand on fait des études, bah nous par exemple en architecture intérieure, on a été obligé, ou en design d'espace, on a été obligé de faire des stages. Est-ce que toi du coup t'as fait des stages, ou tu t'es juste cantonné à ce que tes parents t'apprenaient? Alors moi j'ai dû faire 2 stages donc pour mon diplôme, donc obligatoire. Donc j'ai fait un stage chez un photographe et imprimeur d'art à Chambéry. C'était très intéressant aussi pour la partie photo de mon travail. Très très intéressant. Et puis j'ai eu la chance, vraiment une grande opportunité, donc d'aller au Groenland, donc incroyable, pour le projet Sanasa. Ok. Donc avec une très bonne amie qui est danoise et qui a des origines groenlandaises. Elle est aussi artiste, et elle est aussi beaucoup dans le design et le design d'intérieur, tout ça. Elle est super intéressante, elle est vraiment, c'est quelqu'un d'incroyable, et elle m'a proposé de venir l'aider dans un tout petit village dans le sud de Groenland qui s'appelle Nanortalik. Il y a 800 habitants. Nanortalik, ça veut dire l'endroit des ours, parce qu'il y a des ours polaires pas très loin. Je m'en doute, au Groenland. Voilà. J'ai eu la chance d'y aller donc en juillet. Juillet, il fait 10 degrés à peu près. C'est vrai? Ouais. Ah bah ouais, même quand tu es au Groenland, mais c'est absolument incroyable. Et en fait, le projet Sanasa qu'elle a co-créé, c'est justement de ramener l'art dans la ville, dans les villages en fait, qui sont évidemment très reculés, où ça peut être un peu difficile pour la jeunesse. Et en fait, Sanasa, c'est l'art qui est créé par en fait les jeunes du coin, en fait, les jeunes du village ou des villages alentours, qui vont être guidés par des artistes. C'est les idées des jeunes qu'on va réussir à mettre en place sur des grands muraux, des grands panneaux en fait, qui seront ensuite exposés de manière permanente sur les murs de la ville. Donc c'est vraiment l'idée de la jeunesse qui est mise en avant. Oui, voilà, c'est leurs idées qui sont mises en avant. D'accord. Et du coup, comment ce stage, qu'est-ce qui t'a apporté pour toi dans ton métier aujourd'hui? Eh ben, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà vu, mais l'art est vraiment super important dans le fait qu'il faut que ce soit visible. C'est important dans la façon de voir. Ça permet d'apporter quelque chose dans les gens qui le voient comme ça en extérieur sur les murs des villes, mais aussi pour les jeunes qui l'ont créé. Que c'est vraiment quelque chose, c'est un processus spécifique, c'est une espèce de temps un petit peu spécial de création, d'évasion, de penser différemment, parce que c'est pas quelque chose qu'on a habitué forcément à faire. C'est super de voir, de pouvoir participer à un projet aussi incroyable que ça. Oui, puis mine de rien que les étudiants, enfin que les jeunes puissent voir aussi leur travail, qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils se voient d'une manière différente, pas que cantonné aux études obligatoires. Je pense que c'est ça aussi qui. C'est ça. Et puis évidemment, les conditions pour les jeunes là-bas sont assez difficiles parce qu'on est loin de tout. Nanortalik, on y va que en bateau ou en hélicoptère. Ok. Voilà. C'est sur une toute petite île. C'est vraiment très isolé. Les conditions de vie là-bas sont parfois difficiles. Surtout pour les jeunes où la socialisation peut être compliquée. Et donc de pouvoir se retrouver autour d'un projet créatif comme ça, et d'exprimer comme ça leur culture, la nature aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait autour de la nature. Les montagnes, c'est les montagnes qui se jettent dans la mer là-bas. On n'est pas très loin de la calotte glaciaire. On remonte dans les fjords. Les glaciers sont juste là, c'est une nature spectaculaire et c'est super de voir que les jeunes ont à cœur de la montrer aussi. Ah bah oui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, mine de rien, ils veulent montrer aussi leur environnement. Exactement. Du coup, c'est ça qui est potentiellement intéressant pour la suite. Je pense que pour la partie 2, ça serait super intéressant qu'on parle justement de cet art au quotidien, au service du quotidien, comme tu dis, parce que ça peut aider les gens. Donc, je pense que ça serait bien qu'on passe là-dessus, si t'es d'accord. Parfait. Et ben, allons-y. On y va. J'aimerais bien, du coup, maintenant, effectivement, qu'on parle de ton art à toi. Qu'est-ce qui t'a attiré un petit peu dans la peinture automobile? Alors, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment lié à la perception que j'en avais quand j'étais enfant, qui était très marquée par les couleurs et par les formes. Et je me souviens aussi qu'il y avait des logos quand j'étais gamine, vraiment, qui me marquaient. Je savais pas du tout ce que c'était, mais c'était les couleurs et les formes. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est resté, même carrément dans la façon dont je prends les photos, parce que j'essaye au maximum de prendre mes propres photos pour peindre. Et en fait, c'est souvent dicté par les formes que je vais voir, par montrer en fait l'attention aux détails et aux formes du design automobile. Et après, ça, je les fais jouer parfois avec des formes, des motifs
d'ornementation, d'enluminure, par exemple. Ok. C'est vraiment ça qui guide ma création. Peindre des voitures, du coup, c'est un peu pour toi le moyen d'intégrer l'art dans des objets un petit peu du quotidien, on pourrait dire ça, mine de rien. Et pour toi, est-ce que c'est important que l'art et la beauté, en fait, ils soient de mise, ils soient ensemble, parce que c'est ce que tu retranscris au final dans tes tableaux? Oui, c'est vrai que y a ça en fait de montrer, on pourrait dire, la façon dont l'art est présent dans des objets du quotidien aussi. Ça peut être un peu l'inverse de dire une voiture, elle a été dessinée avec un soin artistique aussi. Par exemple, surtout les anciennes, quand on voit le soin qui peut être amené, par exemple, les très belles des années 50, les belles Ferrari ou même les belles Porsche, les Cadillac, tout ça. Le soin qu'il y avait pour les chromes autour des phares, la trappe à essence qui est joliment dessinée, le volant, les jantes, tout ça, c'est très élégant et c'est de montrer que c'est des objets du quotidien, c'est des voitures. Bah, exactement. Mais il y a un soin à faire attention à ce que la beauté soit présente, et ça, je pense que ça vaut pour les voitures, mais ça vaut pour l'architecture d'intérieur, d'extérieur, le mobilier urbain. Exactement. Et justement, c'est ça que tu vois, j'apprécie. Alors moi, je suis une grande fan aussi du coup des anciennes des voitures vintage, hein, mine de rien. Mais aujourd'hui, je trouve que ce qui a été mis en avant, c'était vraiment, il y avait quand même un certain design automobile derrière qui était très présent. Oui. Et je trouve qu'ils réfléchissaient à la moindre petite chose. Aujourd'hui, je trouve que, alors c'est mon point de vue, du coup tu nous diras après par la suite ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va faire une voiture pour faire une voiture, il y a un design automobile derrière, mais c'est plus le même qu'avant. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, justement? C'est sans doute, alors, ce que je trouve, c'est que c'est peut-être un petit peu plus uniformisé. On voit beaucoup, ça, moi j'en discute beaucoup avec mon père, on est vraiment des dingues de design et tout, et on en discute pas mal. Et on observe un petit peu les tendances qui arrivent dans les voitures. Et souvent, on voit pas mal d'uniformisation qui lance la mode et qui la suit. Et parfois, il peut y avoir une tendance au minimalisme qui enlève un petit peu la façon de sculpter, on va dire, et même les intérieurs. Parfois, c'est des choses qui se perdent, et effectivement, en ce moment, c'est des choses qu'on va retrouver, mais plus dans des voitures haut de gamme. Ouais. Oui, bah justement, effectivement, tu disais tout à l'heure dans la partie 1 que tu peignais autant des voitures vintage que des voitures de sport. Et donc, tu penses qu'elles se rapprochent au niveau du design quand même? Enfin, oui. Pas au niveau je pense qu'on a quand même très moderne par rapport à avant. Oui, mais on a quand même beaucoup de travail par rapport à ma voiture 208, quoi. Oui, en fait, c'est ça, c'est que maintenant, l'attention au design et l'attention au détail, elle est toujours présente, mais c'est vraiment dans des voitures qui sont tout de suite haut de gamme. Et évidemment, après, il y a le très haut de gamme, les supercars, où c'est vraiment une attention absolue, et même pour des objets qui ne vont pas se voir, les parties intérieures du moteur, tout ça, qui sont vraiment très très soignés. C'est vrai qu'il y a un vrai travail, il y a un vrai travail derrière. Et justement, comment tu fais pour choisir un petit peu tes projets? Parce que je suppose que tu dis pas, je vais faire toutes les voitures qu'il y a devant moi, elles sont incroyables, parce que je pense que certaines fois ça prend un petit peu de temps. Est-ce que tu travailles avec des commandes précises, ou est-ce que vraiment ça te vient au feeling, tu dis voilà, par rapport à cette photo que j'ai prise là, je veux faire cette peinture? Pour le choix des voitures, ça marche quand même pas mal au coup de cœur, c'est-à-dire que si je suis pas dingue du design, je vais plus avoir de mal à la faire et avoir des idées aussi qui me viennent en tête pour la mettre en avant. Il peut y avoir une forme de cible, en fait, à trouver, de se dire, bon, bah là, je sais que je vais être plus sur des amateurs de Ferrari, par exemple. Si je fais un concours en Italie, je sais que je vais peut-être faire plus des belles italiennes. Si je fais un truc en Allemagne, bon, bah, je vais faire de la Porsche, de la Mercedes. Ça peut être aussi orienté suivant la clientèle. Mais de toute façon, c'est forcément des voitures ou alors des parties de certaines voitures que j'aime spécifiquement et qui me permettent d'avoir une inspiration qui me vient de manière facile. Est-ce que tu as déjà eu des commandes spécifiques ou pas du tout? Alors, pas encore, mais j'ai eu des contacts très intéressants pour éventuellement des travaux commerciaux, en fait, des peintures qui seraient peut-être utilisées pour des showrooms, par exemple, ou pour des stands sur des expositions. Donc là, c'est vraiment plus sur mesure, et il faut discuter, bien sûr, avec le client de manière vraiment très précise pour savoir. Il y a le prix aussi, mine de rien. Non, mais ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que avant même ça, il faut savoir précisément ce que le client veut, pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde, et partir tout de suite de bon pied, et d'avoir une cible aussi précise pour que vous soyez raccord, quoi. Voilà, exactement. Concrètement. Ouais. Est-ce que du coup t'as des influences, des personnes qui t'inspirent au quotidien? En artiste automobile, en fait, c'est pas avec ça que j'ai grandi, mais ça va être des artistes un petit peu plus classiques, entre guillemets, et assez peu connus. Par exemple, ceux qui sont encore en activité aujourd'hui, c'est des gens comme Jeffrey Larson ou David Chaffetz, qui font de la nature morte à l'huile, qui sont absolument spectaculaires, qui sont incroyables. Je mettrai les noms en barre d'infos. Et quelque chose d'un peu plus ancien, un peintre de la première moitié du XXe siècle qui était illustrateur pour des journaux, qui s'appelait Joseph Leyendecker,
Et lui, il a des travaux d'illustration, c'est onirique, c'est magnifique, et sa touche de peinture est incroyable. Ok. Donc tu dirais peut-être plus dans la technique qu'ils font. Oui, dans la technique, aussi dans leur façon de représenter. C'était plus pour Leyendecker, c'est plus un travail d'affiche en fait, et de une de magazine qui était des unes à l'époque qui étaient peintes. Chaque une était une peinture en fait. Ou des gens comme Norman Rockwell aussi qui ont fait le même travail. Je connais. Norman Rockwell, enfin moi j'ai grandi avec, je trouve ça, enfin j'ai eu la chance d'en voir certaines de ses peintures en vrai, c'est absolument incroyable. Et eux, en fait, c'est aussi bien leur attention aux détails dans leur peinture, mais aussi dans la composition, dans la façon de raconter une histoire. Mais techniquement, c'est vrai que c'est là que ça m'intéresse aussi pour faire évoluer mon style plus tard pour de l'automobile. Mais c'est top parce que du coup, c'est vrai que quand je rencontre une personne et quand on parle du podcast, il y en a aucun qui a les mêmes inspirations parce que déjà on a tous des métiers différents. Et même j'avais interviewé des électriciens ou alors voilà designers, etc. Bah tu vois qu'en fait ils connaissent pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes mondes, mais au final on se rapproche sur un petit peu les mêmes choses. Donc c'est super intéressant là-dessus. Aujourd'hui je t'interroge aussi parce que mine de rien c'est un travail assez artistique mais aussi très manuel. Et donc du coup potentiellement j'aimerais bien qu'on parte là-dessus pour la prochaine partie si ça te va. On est un petit peu, mine de rien, aujourd'hui dans un monde très numérique et je trouve que numérique et automatisé, comment t'arrives un petit peu à trouver ta place? Parce que mine de rien, tu fais quand même des peintures qui sont assez réalistes, mais on pourrait se dire, je peux prendre la même en photo, du coup j'ai pas besoin d'acheter une peinture. Tu vois ce que je veux dire? Donc qu'est-ce que tu répondrais à ça et comment justement t'arrives à valoriser en fait ton art? Je pense que ça se relie en fait à quelque chose qui a un retour quand même de la valorisation du travail manuel. On le voit beaucoup, par exemple, avec tout ce qui est peintre en lettres. Tout ce qui est lettrage d'enseigne, par exemple, ça revient beaucoup, et on pourrait se dire, autant prendre un décalco en vinyle, et puis c'est fait. Mais sauf qu'on aime bien le fait que ça a été fait à la main, c'est une personne qui l'a fait, et on voit le travail, et on voit la passion derrière, en fait. Et je pense que c'est ça, enfin moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu en exposant, c'est que les gens aiment bien voir que c'est du fait main et que tout ça en fait c'est la somme du travail, c'est la somme de la passion qui se voit en fait. Ok. Et donc du coup c'est comme ça que tu perçois un petit peu le travail manuel aujourd'hui. Alors je pense qu'il est pas trop mis en avant partout. Non. Chez nous par exemple, donc on est toujours en Haute-Savoie. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Gervais si jamais. Mais du coup est-ce que potentiellement à Saint-Gervais ici ou dans les montagnes tu vois un petit peu cet art, ce savoir-faire mis en avant ou moins qu'en ville par exemple? Ça, alors je pense que nous, en Haute-Savoie, on a peut-être l'avantage aussi d'avoir une tradition assez spécifique, aussi bien dans les maisons que dans le travail du bois, par exemple, ou les peintures paysannes, ou d'autres choses. À Saint-Gervais, il y a pas mal de choses d'art qui sont mises en place. C'est une ville qui essaie de faire attention à ça. Après, c'est vrai que tout ce qui est manuel, hors artistique, on pourrait dire, c'est pas autant mis en valeur, et c'est pas reconnu à sa juste valeur non plus, et de comprendre que c'est vraiment un travail important, aussi bien pour les mains mais pour la tête aussi. Oui, parce que mine de rien, tu prends du temps à faire ce genre de toile. Faut aussi que les gens comprennent que derrière il y a du temps et donc ça s'explique mine de rien aussi par le prix. Exactement. Du coup derrière et justement comment t'arrives un petit peu à fixer tes prix parce que ça c'est quand même quelque chose de super compliqué même pour nous en tant qu'architecte d'intérieur etc. Ça en fait il y a deux choses évidemment, il y a tout ce qui est prix du marché où on peut pas c'est quelque chose qui existe un peu partout. Et puis il y a le temps et puis la complexité de ce qu'on fait en fait. Et par exemple, si j'ai une toile qui est très détaillée avec beaucoup par exemple de détails de carbone ou de chrome ou de fards qui sont très complexes ou des reflets qui sont très fins, à ce moment-là, je vais aller sur des prix plus hauts parce que ça m'a demandé beaucoup plus de temps. Ça demande aussi plus de réflexion dans la façon dont on le fait. C'est forcément il y a plus de réflexion préalable avant de peindre, de décoder en fait ce qu'on voit pour réussir à le traduire, à le transmettre correctement. Donc il y a tout ça, et puis après évidemment il y a toute la partie d'aller sur place, d'aller prendre les photos, de choisir les photos, de les retravailler, de créer avant même de commencer le dessin. En fait. Oui, puis aussi comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi ton père qui est un petit peu derrière et ta mère aussi qui sont dans ce milieu, donc je pense que du coup tu as pu avoir des échos là-dessus sur comment fixer tes prix. Oui, c'est ça c'est vraiment super important. J'ai cette chance-là d'avoir des gens qui sont déjà dans le métier et qui connaissent un petit peu, même si c'est pas de la peinture automobile. Tu as parlé du coup de l'importance de mieux valoriser ces métiers. Comment tu penses aujourd'hui qu'ils pourraient être mis plus en avant? Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place potentiellement pour qu'ils soient plus mis en avant? Je pense que ce serait une valorisation, on pourrait dire, parce que maintenant on a les réseaux sociaux, ce qui est quelque chose d'incroyable, et ça peut être utilisé d'une manière fantastique, qui est de montrer
ce que font les gens et ce que font aussi des gens, on va dire un petit peu des coulisses, de l'ombre, qui font par exemple, on a vu de magnifiques à Notre-Dame, les tailleurs de pierre. Oui, ça, ceux-là, on les voit pas souvent. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que tous ces métiers, ceux qui restaurent les vitraux, la taille de pierre, ceux qu'on fait la flèche, les charpentiers qu'on refait la forêt de Notre-Dame, c'est fantastique parce que là, on voit du métier manuel et on voit concrètement ce que ça donne et à quel point ça fait partie de notre inconscient collectif. Et c'est vrai que je reprends ce que tu dis, mais mine de rien, quand on parle de Notre-Dame, en fait, on peut plus forcément faire avec les technologies on peut pas faire avec les technologies qu'on a aujourd'hui. On peut s'en aider, mais c'était un art qui était d'avant, donc on est obligé de reprendre le même art si on veut que ça ressemble à la même chose. Exactement. Et je pense que c'est ça, du coup. Et pour les charpentes, en fait, je sais que pour les charpentes, les troncs ont été découpés de la même manière qu'à l'époque pour que ça ressemble le plus et pour que ça soit solide de la même manière. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que le métier manuel en lui-même, il est crucial. Parfois, il est irremplaçable, en fait. Okay. Et c'est intéressant de montrer cette réalisation et de montrer que c'est quelque chose qui peut être important comme métier et qui peut être valorisant. Ouais, et puis c'est des savoir-faire qui se perdent, mine de rien aussi, et qu'il faut remettre en avant. Il faut les transmettre. Et il faut les transmettre, c'est vrai. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de métiers de mode, dont le mien, on va pas se mentir. Le tien, comme peintre, en fait, peintre automobile, je pense que c'est propre à toi, mais peintre plus généralement, ça se perd peut-être un petit peu. Il faudrait essayer de le remettre en avant. Oui, et ça, alors en plus, ça dépend des pays. Il y a des pays aussi beaucoup plus valorisés, par exemple aux États-Unis, ils ont gardé en fait une forme de tradition. En particulier de l'art figuratif, ils ont gardé une tradition qui est vraiment très belle et aujourd'hui ils ont beaucoup de peintres là-bas qui sont spectaculaires. Chez nous, ça a été un petit peu moins mis en avant avec tout ce qui est arrivé en fait de l'art moderne, qui a pris le pas sur beaucoup de choses et en fait c'est de là où l'art figuratif et le décoratif, le fait de faire du beau, a été un petit peu mis au second plan. Et donc, ça s'est pas vraiment transmis aussi, ne serait-ce que dans les écoles d'art où c'est difficile aujourd'hui d'avoir une bonne école d'art au niveau de la peinture. C'est sûr. Et d'avoir des vraies bases classiques. Et après, comme ça fait un artisan qui sait faire des choses de manière plus compétente, on va dire. Et on entend beaucoup de préjugés aussi, mine de rien, sur plusieurs métiers. Qu'est-ce que tu entends de temps à autre? Est-ce que tu en entends et comment arrives-tu à les dépasser ou à les contrer? Alors ça, il y a deux choses qui me viennent en tête. Déjà, en fait, il y a le fait, et ça, je l'ai vu beaucoup avec mes parents, parce que, moi, j'ai toujours grandi avec ça. Les gens imaginent pas trop à quel point ça prend du temps et que ça peut pas être fait rapidement et qu'en fait, il faut s'y prendre en fait à l'avance quand on demande un chantier, une commission, on pourra dire pour ceux qui sont plus en illustration, ça prend du temps. Okay. Donc il y a ça, le fait qu'il faut comprendre que ça peut pas être fait aussi rapidement que ce qu'on imagine. Voilà, c'est un fonctionnement qui est différent. Puis de ce que j'ai pu entendre comme ça, de petits questionnements, de petits à droite à gauche, c'est très intéressant quand on est sur un stand, quand on expose, qu'on est là, puis qu'on entend les gens discuter sur la peinture, c'est toujours marrant. Et il y en a parfois qui comprennent pas le prix, parce qu'il peut y avoir des toiles qui peuvent. On imagine que c'est forcément juste à la taille le prix. En fait. Oui, c'est vrai. Même fait, moi, sans mentir, j'ai l'impression, tu vois, tu te dis, ouais, ça va être une grande toile, donc ça va coûter cher, et une petite toile, elle va coûter moins cher. Alors qu'effectivement, on en parlait en off tout à l'heure. Tu m'as expliqué, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est pas forcément comme ça, parce que on va dire, je sais pas, moi, si on prend 1 mètre carré, si je fais 1 mètre carré au rouleau, ça va super vite. Par contre, si je fais 10 cm² en hyper-réaliste de chrome et de carbone, là, ça va pas me prendre 10 minutes. Et en fait, c'est vraiment ça qui est super intéressant, c'est de réussir, en fait, à montrer que le temps passé, c'est ça le plus important. Et que donc, plus il y a de détails au centimètre carré, plus c'est long à faire. C'est ça qui fait la magie et qui fait l'illusion de la peinture. Mais c'est ça qui fait aussi le prix. Effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. C'est important du coup de mettre en place avec le client un certain mode de communication pour dire bah voilà, ok, vous voulez ça aujourd'hui, mais par contre vous l'aurez pas demain. Et il faut vraiment travailler dessus, parler avec le client et comment on peut personnaliser ce prix et aussi sa peinture pour arriver à quelque chose de correct quoi. Au final, c'est un petit peu comme les petits créateurs aussi où ils prennent du temps sur des bijoux par exemple. Oui, il y en a qui prennent énormément de temps et en fait, on comprend pas le prix parce qu'on se dit aujourd'hui, en fait, on n'a plus le regard sur cette qualité, je pense aussi. Et de dire ah mais en fait ça c'est un petit bijou, je l'achète à 3 balles sur c'est quoi les Chine et tout machin là. Oui, mais en fait c'est ça qu'on voit pas, c'est qu'en fait le prix est beaucoup lié au travail et que si on veut une bague qui est faite main, vraiment de A à Z, fondu, l'argent fondu à la main, ciselé à la main, tout ça, c'est totalement différent d'un truc qui est fait par une machine ou dans des conditions éthiques très questionnables au minimum, ailleurs en fait. Et on se rend pas compte de la différence
que peut être vraiment le travail artisanal. Et tu penses qu'aujourd'hui, justement, on a perdu cette éthique par rapport au travail artisanal, Je potentiellement? pense qu'on a perdu l'habitude, en fait, du prix réel du travail manuel. Comme on a beaucoup de choses qui sont automatisées et qu'on importe, qu'on fait pas forcément chez nous, on a perdu vraiment le sens et la valeur du travail manuel et de savoir qu'effectivement, ça a un prix. Oui, parce qu'effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. Par exemple, on va prendre un meuble Ikea, il va coûter, je sais pas, on va aller une centaine, 90 ou une centaine d'euros. Tu vas demander à un menuisier, ça sera pas du tout le même prix. Et du coup, les gens, ah bah oui, mais c'est plus cher chez un menuisier. Mais du coup, on revient à ce que tu dis, effectivement, bah que. Mais par contre, chez le menuisier, ça durera plus longtemps. Ce podcast sert aussi à ça. De montrer un petit peu tous les métiers et de voir un petit peu ce que les gens en pensent et comment ils peuvent les découvrir. Du coup, par la suite, forcément, là, on va arriver du coup à la dernière partie de ce podcast et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tes projets futurs, des conseils que tu donnerais pour potentiellement d'autres peintres qui seraient en devenir, quoi. Tout simplement. Et allons-y, parfait. Donc aujourd'hui, on est dans ton atelier. Donc quels sont tes projets en cours, tes envies aussi pour l'avenir? Dans une semaine, j'expose à Deauville, donc Deauville classique. Là, c'est vraiment les dernières touches. J'ai juste terminé une peinture que j'exposerai là-bas. J'en ai commencé une que j'exposerai plus tard. Et puis après, je pense que je vais aller plus vers du petit format, mais vraiment des tout petits formats, pour faire quelque chose d'un petit peu plus précieux, un petit peu plus raffiné, vraiment du détail, quelque chose d'un petit peu plus élégant, entre guillemets. Peut-être du travail de la dorure éventuellement. Donc ça va être prochain truc. Et puis toujours en fait de monter le niveau entre guillemets de qualité pour vraiment me constituer une base vraiment de peinture qui vont me servir à pouvoir aller démarcher des marques éventuellement. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure parce que c'est quand même un travail aussi mine de rien de prospection, on pourrait dire, parce que tu trouves pas les clients juste en exposant sur les réseaux sociaux. Il faut se faire connaître. Justement, comment t'arrives à te démarquer en fait des peintres? J'ai pas vraiment essayé de me démarquer, c'est que il se trouve que j'avais ce style-là et par chance, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup sur le créneau. Il y en a qui font des choses très différentes, qui sont super reconnaissables, qui marchent vraiment très bien parce que ils sont établis et c'est des choses qui sont super appréciées et vraiment un style reconnaissable. Et donc, moi, j'espère avoir trouvé quelque chose aussi qui soit un petit peu ma patte. Et puis, de faire attention à avoir un style qui soit reconnaissable aussi, de pas trop s'éparpiller. Et de bien rester avec une identité qui soit propre à toi-même. Qui soit propre, Du coup, en tant que peintre automobile, est-ce qu'il y en a qui existent déjà ou pas du tout? Ah oui, c'est sûr qu'il y a un vrai... alors, c'est un tout petit milieu, mais c'est quelque chose qui existe. Il y en a qui sont peintres officiels, par exemple, pour les 24 heures du Mans. Il y a des aquarellistes, il y a pas mal de sculpteurs aussi, mais des peintres, oui, c'est sûr qu'il y en a un certain nombre. Est-ce qu'ils ont des styles déjà ou pas du tout? Alors, on va dire qu'il y a des styles un petit peu plus pop art, on pourrait dire comme ça, un petit peu plus contemporain, parfois vraiment quelque chose de plus déstructuré, de plus mélangé, ou sinon des styles plus classiques, donc les vues des voitures en course, en action avec les pilotes, tout ça. Voilà. C'est vraiment les deux courants les plus importants. Qui sont présents dans l'art automobile. Et toi, du coup, est-ce que tu te considères dans l'un des deux ou est-ce que tu penses que t'es peut-être plus à part? Pas vraiment pour l'instant. J'espère cultiver un peu d'originalité parce que je me dis, j'ai vu que pour l'instant j'ai eu des bons retours sur des expositions et donc j'espère que ça continuera à plaire. Oui, tout à fait. Et puis de faire ce qui me plaît d'abord, Est-ce que tu as un projet, de rêve que tu aimerais réaliser? Peut-être, tu vois, les 24 heures du Mans, c'est quelque chose de très connu. Est-ce que toi, tu aimerais peut-être y participer ou pas du tout? Éventuellement, pourquoi pas participer, on va dire collaborer en fait avec les 24 heures du Mans, pourquoi pas, pour faire des affiches, des peintures, un mural en extérieur par exemple. Il y a un mural qui est magnifique au circuit d'Interlagos au Brésil. C'est un grand portrait d'Ayrton Senna qui est absolument superbe, qui est très connu. Et voilà, ça c'est vrai que c'est un peu un rêve, mais sinon... Par exemple, donc l'écurie de Formule 1 McLaren, tous les ans, ils ont une livrée qui est créée par un artiste. Donc la livrée, en fait, c'est le design de la voiture, les couleurs de la voiture. Évidemment, ça, ce serait un truc de dingue de leur faire une de leurs voitures. Généralement, pour le dernier Grand Prix, c'est la livrée spéciale. Ça, ce serait fou, Ah ouais, tu m'étonnes. Franchement, ça serait, je te souhaite du coup j'espère. que ça arrive, j'espère que ça arrivera. Bientôt, je dirais, oh, punaise, pardon. Je connais, je sais qui c'est qui a fait ça. Du coup, selon toi, quelles sont les compétences un petit peu essentielles à avoir pour ce métier? Est-ce qu'il faut savoir absolument dessiner dès le départ, par exemple? Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, surtout avec l'automobile, en fait, c'est un petit peu comme avec le portrait. L'automobile, c'est des formes, n'empêche, qui sont géométriques, c'est des formes qui sont pas des formes organiques.
Donc ça, c'est très précis. Et en plus de ça, on s'adresse à des passionnés, on s'adresse à des gens qui ont l'œil. Ouais. Donc par exemple, j'ai déjà un client qui est intéressé pour la F40. Et pour la F40, en fait, j'ai une part du pot d'échappement qui est invisible et pour l'instant, elle est ébauchée. Et lui m'a fait remarquer, il m'a dit mais pour le pot d'échappement, il a cette forme-là. Voilà. Ah ouais, oui, il a l'œil. Il a l'œil. Donc ça veut dire qu'il faut être précis. Ouais. Ça veut dire que si on fait une F40, il faut être précis absolument. Donc c'est quelque chose, il faut être exigeant au niveau du dessin et aussi au niveau de la peinture. En fait, il faut avoir des bases vraiment solides, il faut être vraiment très confortable avec la technique, que ce soit l'acrylique, l'huile, la gouache, l'aquarelle, peu importe. Il faut être vraiment confortable pour que ce soit pas un obstacle. Pour qu'après, quand on se lance, il faut que ce soit pas quelque chose qui soit un problème. Il faut pas qu'on se bagarre avec la peinture. Il faut qu'on la connaisse, il faut qu'on sache comment l'appréhender, comment elle travaille, comment on va travailler avec, et qu'on ait déjà une technique qui soit adaptée à cette peinture-là. Et est-ce que du coup, les techniques, ça s'apprend, mine de rien? Oui. Est-ce que avant l'ENAI, potentiellement, est-ce que tu aurais voulu peut-être faire d'autres écoles ou... Alors ça, c'est un petit peu le souci en particulier de la peinture. C'est qu'on va dire que techniques, on pourrait dire classiques entre guillemets ou académiques, sont très peu apprises aujourd'hui, en particulier en France. Par exemple, en dessin, il y a l'école de Florence où voilà, là, c'est très exigeant, mais on va devenir une bête en dessin. Mais par contre, en peinture, c'est difficile parce qu'on n'a plus vraiment la culture comme ça de dire bon bah ça s'invente pas. On peut pas juste demander aux élèves d'imaginer comment on fait. Et si la peinture, si on galère avec, moi je l'ai vu avec des camarades de l'ENAI. En fait, je pense qu'on manquait de temps aussi pour vraiment approfondir et pour vraiment passer du temps à sur chaque technique, voilà, à bosser dessus. Mais c'est compliqué parce que on a la peinture et puis on a ça et puis on a ça. On avait genre 15 matières, donc ça fait beaucoup. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, avec tout ce qu'il y a sur YouTube, par exemple, on a beaucoup de peintres, dont ceux dont je parlais, David Cheffetz en particulier. Lui, il peut montrer, il va partager, et il y a beaucoup de peintres aujourd'hui qui vont partager comment ils font, leur palette, leurs pinceaux, leurs techniques, et on les voit vraiment faire, et en fait, c'est des cours particuliers. Et donc ça, c'est important. C'est vrai. Et est-ce qu'en France, du coup, t'as des personnes qui t'inspirent peut-être potentiellement, ou t'aimes bien la technique qu'ils emploient, ou leur peinture? C'est peut-être juste leur peinture. Plus difficile, disons que c'est tout de suite un petit peu même plus s'ils sont morts, hein. Mais par exemple, dans ce qui est, alors c'est très peu connu, mais dans tout ce qui est dessin et peinture aussi, mais surtout dessin, il y a les dessins de tigres et de félins de Paul Jouve. Ok. Et Paul Jouve, en fait, si je me souviens bien, c'est début 20e. Et en fait, c'est beaucoup des panthères, des tigres, des lions comme ça, qui sont très stylisés. C'est du design un petit peu. C'est un petit peu genre art déco. Et je trouve ça vraiment très joli dans le dessin, de voir comment il fait. Du coup, je demande toujours aussi à mes invités qui donnent des conseils. Alors, soit aux jeunes qui nous écoutent, soit aux passionnés, soit aux personnes curieuses, tout simplement. Donc, toi, quel conseil tu donnerais potentiellement à quelqu'un qui souhaite se lancer dans un métier artistique manuel? Donc, évidemment, d'abord d'avoir des bonnes bases solides. Donc, pour ça, voilà, d'aller voir... de prendre des cours, d'aller voir, même si on n'a pas les moyens, et d'aller voir sur YouTube, il y a une mine d'or absolument incroyable. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être super importantes parce que ça donne une base solide. Donc déjà d'avoir ça, d'être confortable en fait dans la technique qu'on va utiliser. Exactement. Et puis de vraiment faire d'abord des choses par passion parce que c'est avec ça qu'on va avoir le plus de discipline et le plus de capacité à terminer les projets. Si vraiment c'est par passion, on va avoir envie de le faire. Et on va être capable de passer plus de temps, d'apprendre spécifiquement des techniques pour faire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Colline, parce que le podcast, il touche à sa fin. Ça va très vite. Ouais. On va pas se mentir. Moi, j'ai adoré parler avec toi parce que vraiment, tu nous as vraiment montré qu'il fallait quand même, mine de rien, des bases pour faire ce que tu faisais. Mais tu nous as aussi montré que le métier artistique manuel n'était pas mort. Non, pas du tout. Et il fallait pas le mettre de côté. Donc je te remercie pour tout ça. Petite dernière chose, où c'est qu'on peut te trouver du coup, je sais pas, sur les réseaux sociaux Oui, alors j'ai un compte Instagram qui s'appelle donc Cavanos Art, donc avec 2 N. Entre le Cavanos et Art, il y a tiré du bas. Je le mettrai je l'écrirai. Et puis j'ai mon site web, donc cavanosart.com. Ok. Voilà. Ok, donc du coup les gens ils peuvent te contacter, c'est ça. Comme ça il y a pas de souci. Tu fais des expositions de temps à autre ou pas du tout? Oui, donc celle-là, je vais faire donc Deauville classique la semaine prochaine, 10, 11, 12 avril. Alors je pense que le podcast il sortira après le 10 avril. Donc voilà, donc Deauville classique, et puis après je vais sans doute faire peut-être 1 ou 2 expositions un petit peu plus tard dans l'année. De toute façon, tu communiques dessus, tu dis un petit peu où c'est qu'on peut te retrouver. Ouais. Bon c'est parfait. Bon, donc pour ceux qui veulent retrouver Cavanos Art alias du coup Colline
alias Cavanos Art. N'hésitez pas à aller regarder du coup sur son Instagram pour voir ce qu'elle propose. Moi, je vous mettrai potentiellement des petites photos sur mon Instagram, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre toutes les deux si vous voulez en savoir plus. Donc, du coup, je te remercie encore une fois, Colline, d'avoir participé à ce podcast. Je suis ravie qu'on ait pu discuter de tout ça depuis le temps que je voulais le faire. Et puis, comme ça, je vous invite, vous auditeurs, du coup, à vous abonner, à suivre un petit peu tous les autres épisodes. Vous êtes toujours plus chaque semaine, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et puis, du coup, on se retrouve pour un prochain épisode, du coup, la semaine prochaine. Donc, c'est tous les mardis à 18h. Merci beaucoup et à très vite. Salut!